doucement, les enfants. Je ne dormais que d'un œil. Mais où sont mes lunettes? Père Castor, ouvre les yeux. Tes lunettes, je les vois. Elles sont là. Sur ton nez. Oh. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles? Oui, Père Castor, elles sont toutes propres et grandes ouvertes. Alors, asseyez-vous en rond et écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. La chèvre et les biquets. Il était une fois une chèvre blanche et 3 biquets. Ils habitaient cette petite maison-là. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit: Soyez bien sages pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai: ouvrez biquet et foin du loup. Et je vous montrerai patte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi et vous m'ouvrirez. Oui, maman, dirent les biquets. Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa, pom, 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 et dit en imitant la voix de la chèvre: Ouvrez les biquets et foin du loup. Les biquets ne reconnurent pas la voix de leur mère. Le plus grand cria très fort: Montre-nous patte blanche et nous t'ouvrirons. Le loup regarda sa grosse patte noire, fit la grimace et s'en retourna, bien attrapé. Mais en chemin, il rencontre son ami le renard. Tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce que tu as? Regarde cette patte noire. Les biquets ne m'ouvriront que si je leur montre patte blanche. Que tu es bête. Va vite au moulin. Tu trouveras des sacs pleins de farine. Fourre ta patte dedans. Elle deviendra toute blanche. C'est une bonne idée. Il court au moulin, plonge sa patte dans la farine et revient à la maison de la chèvre. Il court, le loup, en se léchant les babines. Il frappe doucement et dit en faisant sa plus petite voix: Ouvrez biquets et foin du loup. C'est toi, maman? Montre-nous ta patte blanche sous la porte. Oh, la vilaine patte noire. C'est le loup. Va-t'en, va-t'en. Cette fois, le loup se met en colère. Ah, vous ne voulez pas m'ouvrir? Eh bien, moi, je vais enfoncer la porte et je vous mangerai quand même. Il colle à grands coups dans la porte. Baum, baum, tout tremble dans la maison. Les casseroles sur les murs, les verres dans le buffet. Les biquets, eux, tremblent de peur. Pourvu que maman vienne vite. Et juste à ce moment-là, la chèvre revient du marché. Elle voit le loup qui s'acharne contre sa porte. Elle pose son panier, galope vers la maison, tête baissée. Elle se lance sur le loup et, d'un grand coup de corne, elle l'envoie rouler jusque dans la rivière. Le loup se sauve dans les bois, tout mouillé. Ouvrez biquet et foin de loup. Elle glisse sa patte sous la porte. Les biquets ouvrent la porte et bondissent de joie. Je suis bien contente d'avoir des biquets si sages et si obéissants. Elle les embrasse bien fort et leur prépare un bon déjeuner. J'aime les histoires qui finissent bien. Est-ce que le loup aurait pu casser la porte? Si la chèvre était pas arrivée. Mais non, la maison de la chèvre était bien trop solide. Comme la porte de notre maison. C'est moi qui l'ai fabriquée. Quand tu étais un jeune castor? T'as vu comme elle est bien faite? Ah oui. Je vois que vous pensez à tout. J'aimerais bien qu'il pleuve. Pourquoi? Pour voir si le toit a des fuites. L'oiseau de pluie.
L'oiseau de pluie chantait de mélancoliques pluie, pluie, pluie. Banioum le regarda longuement, puis il alla questionner sa grand-mère. Grand-mère, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés? Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes. Banioum voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. Si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions? Non, je ne le pense pas. Les vieux racontent beaucoup de légendes. Qui faut-il croire? Banioum alla trouver le grand sage. Si nous avions un oiseau de pluie dans le village, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés? Sans doute, car cet oiseau sent quand la pluie va tomber. Il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes et la rivière ne serait jamais à sec. Et il n'y aurait plus de famine. Mais qui peut posséder un oiseau de pluie? Banioum en savait suffisamment. Très bien. J'irai chercher un oiseau de pluie. Et il se mit en route. Au revoir, Banioum. Où vas-tu, Banioum? Où vas-tu? Je vais à la recherche d'un oiseau de pluie. Je n'aime guère cet oiseau qui se mêle toujours de chasser le soleil. Je saurais très bien imiter son cri. Et Banioum poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Bonjour. Où allez-vous ainsi dans la brousse? Nous cherchons un oiseau de pluie. Je peux vous être utile. Je sais fabriquer des pièges pour attraper les oiseaux. Tu ferais ça? S'il y a un bon tour à jouer, je suis toujours prêt. Ils arrivèrent au pied d'un baobab. Voilà le lieu idéal pour un piège. Caché dans les branches de l'arbre, le perroquet se mit à chanter de joyeux pluie, pluie, pluie. Il fallait attendre qu'un oiseau de pluie se décidât à venir. Ça y est, il est pris, il est pris. L'enfant attrapa l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin du village. Il construisit une belle cage à l'oiseau et l'enferma. Tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps à autre un petit cri plaintif. Des jours et des nuits passèrent, l'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Banioum attendait, Banioum espérait toujours. Les semaines passèrent, les champs se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Alors Banioum se rendit chez le grand sage. Bonjour, je t'attendais. Il le fit entrer dans sa case et referma la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, il revint. Pourquoi es-tu en larmes, Banioum? Parce que j'avais peur là-dedans. Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter? A-t-on envie de chanter quand on est enfermé? C'est bon, Banioum. Maintenant, rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. Banioum rentra chez lui, déposa la cage et en sortit délicatement l'oiseau. Oiseau, mon cher oiseau. Va, va. L'oiseau regarda l'enfant, secoua ses ailes, puis il s'élança avec de joyeux pluie, pluie, pluie. Il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu, très haut dans le ciel. Youpi! Et sur le village de Banioum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. Je crois qu'il va pleuvoir ici aussi. Chic, quelle chance! Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans notre cabane pour voir s'il pleut dedans. Je crois qu'il vaut mieux rentrer à la maison, il va y avoir de l'orage. Et comment on pourra savoir? Mais tu balais bien le sol avant de sortir et tu pourras voir la trace des gouttes d'eau s'il y en a. Elle sera magnifique, notre cabane. Le toit de fougère est bientôt fini. S'il fait beau, on pourra même y dormir. Ouais, il faudra demander à Père Castor. Allons-y tout de suite. On pourra l'inviter dans notre cabane. Bonne idée.
Père Castor, tu voudrais? Qu'y a-t-il? Oh ben, on voudrait t'inviter. Dans notre cabane. Plus tard, les enfants, plus tard. Je viens de lire une histoire passionnante. Le petit chacal très malin. Dans un village de l'Inde, un tigre était enfermé dans une cage de bambou, attendant d'être vendu à une ménagerie. Un brahmane passait par là. Oh, frère Brahman, je meurs de soif. Ouvre-moi la porte et laisse-moi sortir un instant pour aller boire. Mais si j'ouvre la porte, frère tigre, tu es bien capable de me sauter dessus et de me manger. Comment peux-tu croire une chose pareille, frère Brahman? Ouvre-moi juste une petite minute pour chercher une goutte d'eau. Dès qu'il fut dehors, le tigre sauta sur le brahman. Mais frère tigre, et ta promesse? Ce n'est pas juste. J'ai faim, je mange, rien n'est plus juste. Ce n'est pas possible. Tu manquerais à ta parole et tout le monde te donnerait tort. Demandons l'avis des 5 premiers êtres vivants que nous allons rencontrer. Veux-tu? Soit, mais dépêchons. Sur le bord du chemin, ils rencontrèrent un grand figuier Bagnan. Frère Bagnan, est-il juste que le tigre me mange après que je l'ai fait sortir de sa cage? Dans la journée, quand le soleil est brûlant, les hommes sont heureux de se reposer dans mon ombre et de se rafraîchir avec mes fruits. Quand vient le soir, ils arrachent mes feuilles et cassent mes branches. Les hommes sont des ingrats, que le tigre mange le brahman. Pas encore. Nous n'avons entendu qu'un seul avis. Plus loin, ils trouvèrent un très vieux buffle couché dans les marécages. Oh. Frère Buffle, j'ai délivré ce tigre de sa cage et maintenant, comme récompense, il veut me manger. Est-ce juste? J'ai servi mon maître toute ma vie. J'ai tiré ses charrues, porté des fardeaux et promené ses enfants sur mon dos. Maintenant que je suis vieux, il refuse de me nourrir. Alors la justice du tigre vaut bien celle des hommes. Non, non, frère tigre. Ce n'est que le second et tu m'en as accordé 5, souviens-toi. Bientôt, ils aperçurent un aigle. Oh, frère aigle, toi qui planes dans les cieux, dis-nous s'il te semble juste que ce tigre veuille me manger après que je l'ai fait sortir de sa cage. Moi qui vis dans les nuages, bien loin des hommes. Je souffre cependant par eux. Ils me lancent des flèches et viennent jusqu'à mon aire pour tuer mes enfants. Oh. Les hommes sont cruels. Que le tigre mange le brahman. Cette fois, le brahman eut bien du mal à persuader le tigre d'attendre encore. Dans la vase du fleuve somnolait un vieux crocodile. Oh, frère crocodile, tu es plein de sagesse et d'expérience. Sois juste, j'ai délivré ce tigre d'une cage où il était enfermé. Et pour toute récompense, il veut me manger. Lui donneras-tu raison? Quand j'étais jeune, les hommes me craignaient et me laissaient en paix. Maintenant que l'âge m'alourdit, ils m'attaquent de toutes les façons. Et si je ne fais bonne garde auprès de mes œufs, ils les écrasent à coups de pierre. Les hommes sont aussi lâches que cruels. Que le tigre mange le brahman. Cette fois... Encore le 5e. Un petit chacal trottait sur la route. Frère chacal, aie la bonté d'écouter notre histoire et après tu nous donneras ton avis. Le brahman lui raconta l'histoire, mais il n'avait pas l'air de comprendre. Expliquez-vous clairement. Est-il juste que ce tigre veuille me manger, moi qui l'ai fait sortir de sa cage? De sa cage? Quelle sorte de cage était-ce? Une grande cage en bambou. Elle est là-bas. Oh, je n'y comprends rien. Vous feriez mieux de me montrer la chose. Voyons un peu, frère Brahman. Où étais-tu placé? Ici, sur la route. Tigre? Où étais-tu? Dans la cage, parbleu. Je vous demande bien pardon, monseigneur. Si vous vouliez bien me montrer comment... Enfin, dans quelle position vous étiez? Comme ça, imbécile. Oh, merci, je comprends. Mais pourquoi y restiez-vous? Idiot, la porte était fermée. La porte fermée? Oh, je ne vois pas très bien. Comme ça. Très bien. Mais je ne vois pas pourquoi le tigre ne pouvait pas l'ouvrir. Le verrou était fermé comme ceci. Ah, il y a un verrou. Eh bien, frère Brahman, maintenant que le verrou est poussé, je vous conseille de le laisser comme ça. Quant à vous, Seigneur Tigre, bon appétit. Pauvre tigre, le voilà enfermé. Il est tellement bête et tellement vorace. Vous me montrez votre cabane? Ah oui, tu es notre invité. Est-ce qu'elle est solide? Oh oui, très solide et confortable. Alors le petit chaperon rouge, il aurait pu envoyer à sa grand-mère Une galette et un petit pot de beurre. En ce temps-là, À ce temps-là, Ah oui, raconte-nous une histoire, Père Castor. les deux bossus.
Un peuple de lutins malicieux habitait autrefois les landes et les forêts de Bretagne. À la nuit venue, ils se rassemblaient sur la lande pour danser, chanter, jouer de mauvais tours aux passants attardés. François, le tisserand, était toujours en route, travaillant tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, bien accueilli partout, apprécié pour son travail et sa jovialité. Toute la journée, il chantait en travaillant et le soir, après souper, petits et grands se serraient autour de lui pour l'entendre raconter des histoires. Mais une chose les rendait malheureux. Il était bossu. Un soir, il rentra plus tard que de coutume. Bonsoir. Bonsoir. Vous feriez mieux de rester couché ici. Il ne fait pas bon être dehors à cette heure-ci. Vous allez rencontrer les Korrigans. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à un bossu comme moi? Bonsoir la compagnie. Quand il prit le sentier qui traverse la lande, il lui sembla entendre un piétinement léger et il tendit l'oreille. Comme la lune sortait d'un nuage, François vit la ronde des Korrigans. Un seul des Korrigans ne dansait pas. Oui, c'est bien. Un cercle d'or brillait sur sa tête, un collier à son cou. Il abaissa tout à coup sa baguette. Viens danser, François. Viens danser et chanter avec nous. Je veux bien, mes amis. Si vous m'en croyez capable. D'abord, il peina à suivre le pas rapide des lutins. Il dansa de tout son cœur et y prit grand plaisir. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Est-ce tout? Vous ne savez pas la suite? Non, nous ne la savons pas. Eh bien, je vais vous l'apprendre. Chantez après moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Hurrah! Bravo, vive François le tisserand! Mon ami, tu ne sais pas quel service tu viens de nous rendre. Depuis 7000 ans, nous cherchons à apprendre les paroles que tu viens de nous enseigner. Grâce à toi, notre chanson est presque finie. Voulez-vous connaître la fin? Non, n'ajoute pas une parole. Car il est dit que seul un autre homme peut maintenant l'achever. Comment te récompenser? Veux-tu de l'or? Nous avons des trésors sous la terre. Je vous remercie, je n'y tiens pas, mais... S'il était en votre pouvoir de m'enlever ma bosse... Supprimer ta bosse? Tu vas voir. François n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Quelques secondes plus tard, sa bosse avait roulé dans l'herbe. Le lendemain matin, il raconta son aventure à tout le voisinage ébahi. Les braves gens se réjouissaient avec lui. Or, il y avait un autre bossu. C'était Guillaume le tailleur, envieux, grincheux et de mauvaises manières. Ses yeux brillaient quand on parlait du trésor des Korrigans. J'irai les trouver, moi aussi. J'ajouterai un couplet à leur chanson et je leur demanderai, comme récompense, tout ce que ce bonnet de tisserand a laissé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Viens avec nous, Guillaume. Viens chanter et danser avec nous. J'arrive. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Arrêtez! Si vous voulez que je complète votre chanson. Si tu le veux, Guillaume. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ajoutons le dimanche aussi et la semaine sera finie. Parlons de choses sérieuses. Voilà votre chanson achevée. J'espère que vous allez me payer un bon prix. Sois tranquille, mon garçon. Veux-tu que nous t'enlevions ta bosse? Comme nous l'avons fait pour François? Ma bosse ne me gêne guère. Donnez-moi plutôt ce que cet imbécile a laissé. Ce que François a laissé, tu vas l'avoir tout de suite. Et voilà le tailleur empoigné, jeté en l'air comme un paquet de linge sale. Quand il retomba, les Korrigans avaient disparu. De trésor, il n'y avait point. Il avait deux bosses, l'une derrière, l'autre devant. Furieux, honteux, Guillaume n'osa plus reparaître au village et quitta le pays pour toujours. On pourra envoyer un paquet à notre grand-mère. Cueillir pour elle des fleurs séchées. Et lui faire des dessins. Oui, mais tu nous aideras pour l'adresse. Bien sûr. Alors mettons-nous au travail. Nous avons juste le temps de tout faire. Bof, je ne connais pas de cachette. Fais-nous plaisir, juste une fois. Oui. Bon, mais alors vous ne regardez pas, hein?
C'est toi qui comptes jusqu'à 50. Bah pourquoi c'est toujours moi? Parce que c'est toi qui comptes le plus vite. Pas trop vite quand même. Allez, viens, Père Castor, on va se cacher. Où en es-tu? 48, 49, 50. Allez, on y va. Père Castor, on arrive. Viens, on va voir dans le poulailler. Oh, ils sont pas là. Sous le ponton. Ils sont introuvables. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Vite, Père Castor. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais t'as triché. T'avais pas le droit d'aller dans la maison. Mais je ne le savais pas. Il faudra encore que tu apprennes à jouer, sinon... Bon, excusez-moi. Je vais vous raconter une histoire. Comme tous les matins, la fermière apporte la pâtée du petit cochon trop gourmand. Mais aujourd'hui, il ne se précipite pas pour manger. J'en ai assez de cette pâtée. Les autres animaux de la ferme ont de bien meilleurs repas que le mien. Je voudrais manger la même chose qu'eux. Le petit cochon aperçoit le bol du chat plein de lait. Tiens, je boirais bien du bon lait comme le chat. Le petit cochon boit vite une gorgée, mais s'arrête aussitôt. Mais c'est pas bon du tout. Ça n'a aucun goût. Comment le chat peut-il boire ce lait? Le petit cochon s'en va dégoûté, mais il ne veut toujours pas manger sa pâtée. Tiens, voilà une nourriture qui doit être bien meilleure que le lait. Il chasse les poules et se baisse pour prendre les graines. Ce n'est pas facile, mais il finit par en attraper une et l'avale aussitôt. Bah, y a rien à manger là-dedans. C'est pas la peine de se fatiguer pour si peu. Comment les poules sont-elles assez sottes pour se nourrir de graines? Le petit cochon a faim, mais il ne veut toujours pas manger sa pâtée. Le petit cochon aperçoit deux canards qui se disputent un ver de terre. Tiens, voilà quelque chose qui est sûrement plus nourrissant qu'une graine. Il se précipite en grognant très fort vers les canards, qui abandonnent le ver de terre. Le petit cochon se dépêche de l'avaler, mais il le crache aussitôt. Ah, quelle horreur! C'est encore plus mauvais que le lait. Comment ces canards peuvent-ils manger ces vers dégoûtants? Le petit cochon a bien faim, mais il ne veut toujours pas manger sa pâtée. Le petit cochon rencontre le chien qui part se promener. Près de la niche se trouve un os. Ah, voilà quelque chose de plus appétissant que le ver. Je mangerai un os comme le chien. Il attrape l'os entre ses dents et essaie de le casser. Ah, c'est pas bon à manger. C'est dur comme du bois. Comment le chien peut-il s'abîmer les dents là-dessus? Le petit cochon a vraiment faim, mais il ne veut toujours pas manger sa pâtée. Il passe près du clapier où les lapins ont l'air de se régaler. Ah, voilà ce qu'il me faut. Je mangerai bien de l'herbe comme les lapins. Il court vers le champ de trèfle derrière la ferme. L'herbe paraît tellement appétissante qu'il mange goulûment de grosses bouchées. Mais dès qu'il s'arrête de manger, il se sent très malade. Pauvre petit cochon. Le petit cochon rentre vite se coucher dans la porcherie. Il gémit pendant toute la journée. Oh, que j'ai mal au cœur, que l'herbe est mauvaise. Comment les lapins peuvent-ils manger cela sans être malades? Lorsqu'il se sent moins malade, le petit cochon se met à réfléchir. Le lait n'a aucun goût. Il n'y a rien à manger dans les graines. L'os du chien est trop dur. L'herbe verte m'a rendu malade. Pourtant, j'ai faim, très très faim. Je ne peux pas rester sans manger. Alors il pense à la marmite toujours remplie de pain et de pommes de terre. Je mangerai bien ma pâtée. Il court vers la marmite et mange bien vite sa pâtée. Oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Je n'ai jamais mangé de pâtée aussi bonne. Depuis ce jour-là, le petit cochon pense qu'il a le meilleur déjeuner de tous les animaux de la ferme. Tu te rends compte des vers de terre? Tu préfères la tarte aux graines de sureau. Père Castor, tu crois qu'elle est cuite juste comme il faut? Et si nous allions voir Père Castor, raconte-nous
encore l'histoire de la petite fille qui va toute seule dans la maison des ours. Oh non, j'en veux pas. Et pourquoi tu l'aimes pas? Si, je l'aime bien. Mais je la connais déjà. Moi, je préfère toujours les histoires nouvelles. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Agnès, la petite brebis qui adorait raconter des histoires. Elle avait 2 frères. Tout comme moi. 2 petits jumeaux qui s'appelaient Chou et Coton Mignon. Agnès a grandi. Quand ils étaient petits, Agnès aimait beaucoup s'occuper de ses petits frères. Elle les avait habillés de laine et de coton. Bercés, cajolés, promenés. Comme cela, maman mouton avait moins de travail. Mais Chou et Coton Mignon ont grandi et ils sont devenus tapageurs et bruyants. Ils prennent toute la place dans la maison. Autrefois, Agnès leur racontait des histoires. Ils ouvraient toutes grandes leurs oreilles et se tenaient tranquilles. Maintenant, ils n'écoutent plus et disent « Tu nous les as déjà racontées, nous les connaissons par cœur ». Pour tout dire, Agnès ne connaît plus de nouvelles histoires. Agnès rêve en secret. Elle voudrait un petit coin dans la maison, un coin pour elle toute seule. Maman Mouton, la voyant si rêveuse, a tout deviné. Elle en parle à Papa Mouton. Ne crois-tu pas qu'Agnès a besoin d'une chambre à elle maintenant? Mais comment faire? Notre maison est bien trop petite. J'y ai déjà songé. Je crois qu'on peut aménager une petite chambre dans les combles de la maison. Papa Mouton monte au grenier et prend des mesures. Dans tous les sens. Il est le roi des bricoleurs. Il va chez le menuisier pour couper des planches. Merci. Au revoir. Il achète aussi des clous et une scie.